Bonjour, bienvenue à l'événement Synergie dans Ville-Marie, créé en partenariat avec l'arrondissement Ville-Marie, ici même à la Maison du développement durable. Donc, bonjour les gens dans la salle, bonjour les gens aussi qui nous regardent virtuellement. Donc, cet événement est une série de 6 événements. Nous sommes aujourd'hui au 5e. Donc, ça se veut en fait une mise en valeur de pratiques éco-responsables et de développement durable d'acteurs et d'actrices de l'arrondissement Ville-Marie. Donc, je vais vous présenter très bientôt les invités que j'ai avec moi. Sinon, de vous dire que si vous avez des questions ou des commentaires, bien les garder pour juste à la fin, vers la fin de l'événement, on va vous donner la parole si vous voulez intervenir avec les invités qui sont avec moi. Donc, sans plus tarder, je vous présente donc Bruno Demers, qui est directeur général de Architecture sans frontières Québec. Bonjour Bruno. Ensuite, il y a Amélie Houle, CPA, directrice des ressources financières de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Bonjour. Et finalement, Marie-Pierre Gadois, coordonnatrice Action culturelle et médiation sociale de Bibliothèque et Archives nationales du Québec également. Bonjour. Vous étiez supposé d'avoir une personne de délégatus. Malheureusement, à cause des ennuis de santé, ils ont dû annuler leur participation, mais déjà, on est très, très contents de vous avoir avec nous. Donc, sans plus tarder, je vais poser cette première question. En fait, je vais vous demander en 30 secondes d'expliquer peut-être vos faits saillants en développement durable dans vos différentes organisations. On va mettre la table de cette façon-là. Donc, on pourrait commencer par vous. Marie-Pierre. Amélie. C'est Amélie qui va répondre à cette Amélie, question. pas de problème. Oui, alors nous, à Bibliothèque Archives nationales du Québec, on est en train de finaliser notre plan d'action en développement durable. Alors, c'est une obligation du ministère de le faire, mais au-delà de ça, il y a quand même une volonté institutionnelle de travailler sur le développement durable. Je pense que ça fait partie, en fait, de notre mission de base, qui est de travailler à démocratiser l'accès au savoir et à la culture. Et c'est ce sur quoi on travaille tous les jours, en fait, que ce soit à la Grande Bibliothèque ou à la Bibliothèque nationale ou même aux archives. Pardon. Dans le fond, tous les jours, on travaille, on pense que, en fait, on fait le pari de notre côté que notre impact sera le plus important du côté de notre mission qui est un peu plus sociale, donc qui est l'accès à la culture, l'inclusion de tous et de chacun, en fait, à cet accès au savoir et aux connaissances et du partage, en fait, du savoir et des connaissances. Parfait. Merci beaucoup. Ça met bien la table. On va passer à Bruno. 30 secondes, fait saillant. Oui. Donc, le développement durable, c'est une notion très large, surtout si on se réfère à la définition de l'ONU à ce niveau-là. Là, éducation, santé, il y a toutes sortes de choses. Le social est très présent, donc pas juste l'environnement. Puis nous, on a été créé avec une mission qui est de renforcer les capacités des communautés vulnérables en engageant l'architecture. Puis nous, on amène l'architecture dans le développement durable, le développement social, économique, culturel à différents niveaux des communautés. On le fait dans différents programmes. On le fait en coopération internationale. On le fait avec les communautés autochtones du Québec. On le fait dans un programme qu'on appelle la solidarité urbaine, qui est les actions qu'on fait dans le milieu communautaire, puis notamment pour les populations en situation d'itinérance à Montréal. On a des programmes qui sont en appui à des communautés pour lesquelles il manque du design de l'architecture pour satisfaire leurs besoins essentiels. On intervient aussi en matière de résilience climatique. Donc, on a été victime au Québec d'une conséquence, les inondations. Donc, on travaille beaucoup pour adapter le Québec pour avoir des communautés résilientes du point de vue de l'environnement bâti. Donc, on fait différentes choses là-dedans. Puis, on a un programme aussi d'économie circulaire. Donc, on récupère des matériaux de construction, puis on les revend pour les détourner de l'enfouissement et les revendre pour autofinancer nos belles actions sociales et humanitaires. Donc, on boucle la boucle un peu du développement durable chez nous dans nos programmes avec ces différentes activités-là. Tout à fait, super intéressant. Là, vous avez dit plein de choses. Vraiment, ce serait le fun qu'on creuse un petit peu plus. Donc, peut-être, j'aimerais vous entendre. Vous avez énoncé plusieurs initiatives, donc d'aller un petit peu plus en profondeur là-dedans et voir un peu comment ces initiatives-là s'inscrivent dans votre mission aussi organisationnelle. Donc, on peut commencer par vous, mesdames. Donc, de donner des exemples d'initiatives en développement durable. Oui, c'est ça. Puis donner un petit peu plus d'informations pour qu'on comprenne. Oui.
Bien, en fait, dans le développement durable à vocation sociale, je dirais, c'est là notre force. Oui, on fait du recyclage, là, mais je fais des petites blagues, mais dans le fond, c'est surtout, comme l'a dit Amélie, dans le volet social. Donc, par exemple, on va faire beaucoup de partenariats avec des organismes du quartier, de la Grande Bibliothèque surtout. BANQ, c'est tout le Québec aussi, là, mais là, on va beaucoup parler de la Grande Bibliothèque aujourd'hui. Donc, avec des organismes communautaires qui viennent en aide aux populations vulnérables, on va s'asseoir avec ces partenaires-là, puis penser à des solutions avec eux, dans lesquelles on va s'insérer comme partenaire stratégique avec nos forces, nos compétences, nos expertises, qu'on va aller mettre en relation avec celles des partenaires communautaires. Et donc, il y a une complémentarité, mais il y a aussi une synergie. Je vois ça comme un diagramme de Venn, les deux ronds, puis ça se rencontre au milieu. Donc, on travaille beaucoup, beaucoup main dans la main avec ce réseau-là pour produire plein de projets, mettons, je pense au jardin derrière la Grande Bibliothèque. Ça fait 2 étés qu'on fait un potager avec, évidemment, c'est un potager, donc c'est comestible. Qu'est-ce qu'on fait pousser? Mais c'est des jeunes de spec de rue qui jardinent et toute la nourriture s'en va dans des banques alimentaires du quartier. Puis, on fait des ateliers éducatifs sur l'horticulture urbaine là-dedans. Donc, ça, c'est un bel exemple que je peux nommer dans lequel on va travailler avec les acteurs du quartier. Génial, ça. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? C'est la spécialiste. Puis juste pour savoir, Marie-Pierre, est-ce que vous avez vraiment dans votre mission une mission, c'est écrit développement durable à l'intérieur, ou c'est quelque chose que vous avez ajouté par la suite? Bien, en fait, on ajoute le mot sur quelque chose qu'on fait depuis longtemps, mais qu'on n'avait pas réalisé que c'était du développement durable. Parce que quand on pense développement durable, j'en reviens à ma petite blague sur le recyclage, on pense surtout ce genre d'action-là. Mais là, on est en train de se conscientiser à BANQ que, mon Dieu, on en fait à tous les jours, matin, midi, soir. C'est notre pain quotidien, dans le fond. Tu sais, prêter des livres, c'est du développement durable. Donc, conserver les archives de façon X, Y aussi, la numérisation. En tout cas, bref, je préfère une longue liste. Donc, ça commence premièrement par une conscientisation du personnel de BANQ, de dire, OK, c'est du développement durable, comment on le définit? Et après ça, on peut s'atteler à améliorer en continu nos actions à partir du moment où on les a nommées puis on les a définies. C'est intéressant. Ça revient souvent, justement, avec les invités, de dire que ça fait déjà un moment qu'ils faisaient des actions en développement durable, mais ça fait pas si longtemps qu'ils nomment ça comme du développement durable, justement. Pour vous, Bruno, chez Architecture sans frontières Québec, on peut peut-être, vous avez nommé différentes initiatives vraiment intéressantes, peut-être aller un peu plus en profondeur, puis aussi voir comment ça s'inscrit dans la mission aussi de l'organisation. Oui, c'est intéressant, puis je vais faire du pouce sur ce que vous venez de dire. Nous, en fait, l'organisme n'a pas été créé avec une mission, un énoncé qui est axé sur le développement durable. On était vraiment dans l'idée de venir en aide à des populations qui vivent dans des conditions, dans des milieux où l'environnement bâti est déficient, où les gens ne sont pas en sécurité, ils ont été victimes de catastrophes, sont dans des contextes sous-développés. Donc, c'était vraiment l'idée de solidarité, une mission humanitaire, sociale, solidaire qui était là à la base. Puis, disons, l'autre volet, disons, le volet environnemental, s'est placé un petit peu en cours de route. Je vais en parler dans un instant. Mais pour donner des détails un peu ce qu'on fait, je peux prendre le cas de l'itinérance, qui est une réalité très, très tangible à Montréal. Je pense aussi que la BANQ le vit dans le quartier, là, surtout dans la crise de l'itinérance qui sévit en ce moment. On voit beaucoup de vulnérabilité dans les populations en situation d'itinérance. Bien, nous, en fait, ça, c'est un nouveau programme qu'on a démarré il y a quelques années. On était beaucoup au travers de projets dans les milieux autochtones, en coopération internationale. Puis il y a eu une espèce de prise de conscience à l'interne. On doit faire notre part aussi pour des besoins sociaux qui sont immédiats chez nous, des gens qui vivent sans logement, vivent les droits fondamentaux de la circulation, la sécurité, le logement, finalement, sont assez déficients chez ces populations-là. Donc, on a monté un programme dans lequel il y a de la recherche pour développer des meilleures pratiques pour mieux servir ces populations-là. Donc, on s'est mis à étudier c'est quoi les bonnes pratiques d'aménagement de la ville pour les populations vulnérables comme les sans-abri. Donc, on a documenté ça, on fait de l'éducation, on fait du transfert de connaissances, on communique ces bonnes pratiques-là qui existent. Il y a des manières de bien concevoir et de mal concevoir pour avoir une ville
une ville solidaire, une ville inclusive dans les aménagements à différentes échelles. Ça peut être le mobilier urbain, la place publique. Il y a des bonnes manières de faire, des mauvaises manières de faire. Donc, on pourrait peut-être juste nommer quelques exemples. C'est quoi une bonne pratique dans une place publique, justement, pour aider au niveau de l'itinérance? Bien, la notion de bon, pas bon est relative, mais je vais vous dire, une bonne manière d'exclure les sans-abri, c'est de mettre des pics sur son bâtiment pour être sûr que personne ne peut s'asseoir nulle part. Faire des bancs hostiles sur lesquels, par exemple, on va glisser par terre si on essaie de se coucher. Donc, il y a toutes sortes de pratiques qui se développent pour exclure les personnes en situation d'itinérance du mobilier ou des espaces publics. Donc, ça, c'est des exemples de mauvaises pratiques. Puis les bonnes pratiques, c'est des solutions d'aménagement qui vont être plus bienveillantes. Donc, qui vont chercher à faciliter le bien-être ou l'intégration des sans-abri. Donc, je donne un exemple. Des fois, on se plaint que les personnes sans-abri cherchent à faire leurs besoins. C'est un besoin humain, faire ses besoins quelque part. Donc, quand on n'a pas de logis, c'est dur de le faire. Quand on se fait exclure des espaces publics où on peut accéder à des toilettes, c'est difficile. D'aménager des toilettes très bien conçues, très salubres, qui sont disponibles gratuitement dans l'espace public, c'est un exemple de bonne pratique d'aménagement qui peut aider tout le monde. Ça peut aider une personne normale à avoir accès à des toilettes publiques dans l'espace public. Ça peut aider aussi des personnes. Les mamans, des fois, ou les papas avec les enfants, ça peut aider. Oui, c'est ça, oui, exactement. Tout à fait. Puis, ça fait combien de temps, là, vous avez parlé, mais c'était pas exactement dans votre mission, mais ça fait combien d'années que maintenant vous avez dit, mais nous, le développement durable, on a intégré ça à notre organisation, là, définitivement? Oui, mais en fait, ça a toujours été un petit peu présent. Donc, dans tous nos projets qu'on faisait qui étaient plus solidaires, à l'international, localement, même avec les sans-abri, l'environnement est toujours un petit peu présent parce qu'on fait de l'architecture, disons, de manière éco-responsable. Chaque fois qu'on fait un geste de design, on ne cherche pas juste à ce qu'il soit inclusif, à ce qu'il soit bienveillant. On cherche à ce qu'il soit fait de manière éco-responsable avec des bonnes logiques d'approvisionnement, des matériaux bas carbone, toutes sortes de choses comme ça qui relèvent de l'architecture, le design écologique en soi. Donc ça, c'est un petit peu transversal, mais c'est au fil du temps qu'on s'est mis à le formaliser, tranquillement, à se dire, hey, on le fait un petit peu naturellement, puis on ne peut pas faire de l'architecture sociale, mais pas écologique. Donc, on s'est mis à le formaliser pour nous-mêmes, puis même pour nos partenaires, pour dire que c'est important de travailler comme ça. Puis ce qui s'est rajouté aussi à un moment donné, il y a à peu près 6-7 ans, c'est l'importance d'ajouter un volet d'impact environnemental. On est dans un contexte où l'architecture, le bâtiment est responsable de ce grand secteur-là d'à peu près 30 des déchets de la construction, 30 des GES, puis 30 des ressources naturelles extraites. C'est un gros impact dans l'industrie. Puis on a senti le besoin d'apporter notre épaule à la roue, notre contribution. Puis c'est là qu'on a développé notre programme d'économie circulaire, dans lequel on développe un centre de matériaux qu'on opère là, déjà depuis plusieurs années, qui s'appelle EcoRéno, puis qui détourne, qui fait sa contribution chaque année pour atténuer l'empreinte environnementale du milieu de la construction. Donc, on fait bonne figure, puis on encourage nos membres aussi, qui sont les 4500 architectes du Québec, à se joindre à nous dans ce mouvement-là. Donc, c'est venu un peu compléter notre modèle d'impact, en quelque sorte, d'impact social, oui, puis de l'impact environnemental aussi. Très intéressant. Puis, je rebondis sur ce que vous dites au niveau de l'importance, justement, de faire du développement durable, qu'est-ce qu'on fait a un impact. Ça me fait penser à qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans. C'est sûr qu'on fait aussi ces actions-là parce que ça doit être positif à quelque part pour l'organisation, pour les gens qui y travaillent, pour les gens à l'extérieur. Puis j'aimerais ça que vous puissiez donner quelques exemples de ça. Qu'est-ce que ça vous apporte, peut-être à la BNQ? Tantôt, on m'a dit pas la BNQ. BNQ. J'attendais. à BNQ. Oui. Donc, qu'est-ce que ça nous apporte de positif de mettre en place ces initiatives-là? Oui. Bien, premièrement, comme je disais tantôt, en les nommant, en disant c'est du développement durable, on met ça dans le plan de développement durable qu'on attache au plan stratégique de BNQ. Là, ça donne en fait plus de visibilité, plus de force, plus d'impact à ces gestes-là, à ces projets-là, comme celui que je viens de nommer dans le jardin de la bibliothèque. C'est un parmi plein d'autres. Donc, ça formalise un petit peu plus qu'est-ce qu'on faisait déjà, je m'en vais dire éparpillé. C'était pas éparpillé, mais c'était pas rassemblé dans un plan. T'sais, là, ça l'est. Donc, c'est un avantage. On est plus efficace, plus efficient.
On espère que ça peut aussi nous aider à avoir pas des des subventions, plus de sous. Là, je te regarde parce qu'il y a du travail. Hein? Je travaille du côté des finances à BNQ. Quand il y a plus d'attention ministérielle, disons que ça peut venir aussi avec de la facilitation financière. Parce qu'on se le dira, les organismes communautaires avec qui on travaille, bien, ça ne roule pas sur l'or. Fait que nous, si on peut apporter quand même de l'eau au moulin de façon substantielle, ça aide également. Et puis, en nommant ça développement durable, en rentrant dans un réseau qui est consacré à ça, ça nous permet aussi d'avoir des actions plus cohérentes avec le milieu, avec l'écosystème social du quartier, et aussi peut-être plus au niveau national aussi, de pouvoir nommer dans un plan de développement durable qui est déposé auprès du ministère. Là, on peut nommer haut et fort tout ce qu'on fait. Ça peut aussi nous aider à être plus cohérents dans des stratégies gouvernementales. Donc, ça fait remonter, comme on dit. Tout à fait. Puis je vais en profiter avant de passer à Bruno à cette question-là, mais je posais cette autre question qui est comment vous travaillez justement avec votre réseau dont vous parlez? Comment ça se crée cet écosystème-là, finalement, là? Bien, en fait, je le mentionnais tantôt quand on parlait le lieu où on est en ce moment, des enjeux de cohabitation dont on parle depuis tantôt. Et j'étais en train de dire aux collègues ici, aux collaborateurs de la maison, bien, le genre de stratégie, tu fais des partenariats. Je le mentionne depuis tantôt, mais c'est tellement important, là. Siéger sur des comités de quartier, siéger sur des tables de concertation, des comités de cohabitation, parler avec le monde, parler avec les agents de police qui ont des agents socio-communautaires, les postes de police qui ont aussi des approches durables également, qu'on se le dise. Ils sont vraiment pas toujours dans la coercition puis et tout ça. Donc, c'est vraiment d'être à l'affût de ce qui se fait dans le quartier où tu es. Parce que oui, on ne sait pas des fois, mais il y a déjà des gestes, puis il y a déjà des stratégies qui sont mises sur pied, mais on ne les connaît pas ou peu. Donc, c'est vraiment de prendre le temps d'être présent auprès des organismes du quartier. Puis, même si ça fait des embouteillages dans les agendas, toutes ces réunions-là, elles sont primordiales parce qu'on ne peut pas travailler en silo en développement durable, surtout social. Là, donc, il faut investir du temps. Dans le développement des liens. Oui, tout à fait. Ça prend du temps, mais ça apporte beaucoup de positif, finalement. Oui, puis c'est de bâtir la confiance aussi avec les partenaires, de dire que oui, mettons, à la grande bibliothèque, les gens de la rue sont accueillis, pas juste pour venir dormir ou aller aux toilettes ou se réchauffer l'hiver, sont accueillis aussi pour s'abonner. On peut s'abonner, même si on n'a pas d'adresse. C'est pas tout le monde qui le sait, mais nous, on est ouvert comme ça. Ils peuvent utiliser des ordinateurs et participer à des ateliers créatifs, artistiques. On en fait expressément pour eux et pour elles en travaillant avec les organismes. Moi, je n'irais pas dans la rue chercher des gens dans la rue puis dire « Venez-vous-en faire un atelier, il faut passer par un organisme. » Là, c'est leur spécialité. Ils ont des intervenants, ils ont des groupes de déjà formés. Donc, on gagne beaucoup, beaucoup de temps en faisant ça. Là. Puis on est beaucoup plus pertinent dans nos gestes aussi. Là. Tout à fait, tout à fait. Bruno, je vais reposer la question de départ. Qu'est-ce qui est positif à faire du développement durable chez vous? Qu'est-ce que ça vous apporte? Oui, mais c'est une bonne question. Je me la pose pas souvent dans ces termes-là. En fait, de notre côté, c'est consubstantiel dans la mission. C'est dans notre ADN depuis la fondation d'être, disons, dans l'engagement social, environnemental, puis maintenant de manière plus explicite puis plus forte. Je dirais que ça amène beaucoup de fierté, en fait, de manière assez spontanée. Là. C'est ça, je pense, qui est le plus palpable. Moi, quand je me lève le matin, pas de problème de motivation. Je pense que mes employés non plus. Puis ça, quand au niveau du recrutement, c'est des gens de profil qu'on va trouver spontanément. Il y a beaucoup de motivation chez nos collègues à venir apporter leur contribution dans une organisation qui est axée développement durable, résilience, toutes sortes d'autres buzzwords engagés là, qui tournent autour de tout ça. Donc, beaucoup de fierté, je pense, pour tous les employés, les bénévoles qu'on mobilise aussi dans nos activités d'engagement de volontaires. Donc, toute une équipe mobilisée, fière. Puis, cette fierté-là aussi, on la communique, puis transpire vers nos partenariats qu'on développe. Donc, on parlait un peu de développement de notre écosystème. Hein. Toute organisation a besoin de son écosystème, des partenaires stratégiques, communication, financiers, etc. Donc, pour nous,
surtout dans un contexte où on a mieux formalisé notre impact environnemental, on a diversifié en économie circulaire, on est membre du 1% pour la planète, organisme reconnu. Donc ça amène, ça nous permet de transférer un peu notre capital de sympathie, notre crédibilité vers notre écosystème de partenaires qui sont capables de reconnaître la valeur, puis sont fiers, eux aussi, à leur tour, de s'associer à nous, de nous appuyer financièrement ou de d'autres manières, puis de contribuer au mouvement de l'architecture sociale solidaire qu'on porte au Québec. Donc, juste pour comprendre, donc 1% de vos profits sont remis à des organisations extérieures? Oui, en fait, j'ai mentionné le 1% pour la planète. C'est un mouvement mondial qui s'appelle le 1% pour la planète. Donc, il y a des entreprises, des corporations, entreprises privées qui sont membres et qui, eux, donnent 1% de leur revenu annuel à des organismes. Et nous, on est un organisme de bienfaisance reconnu bénéficiaire de dons. Donc, je le mentionnais. Donc, c'est un exemple, avoir formalisé, je pense, notre engagement envers le développement durable et l'environnement, nous amène certains types de partenariats au travers du 1%, mais d'autres types de partenariats aussi de cet ordre-là. Donc, donc, être fier, c'est une chose. Être capable de le communiquer avec des outils appropriés, c'est une autre chose. Puis ça m'amène des gens de partenariat, d'association, puis de fierté mutuelle. En mobilisant des gens qui veulent s'associer à nous, à notre mission, puis à l'impact qu'on apporte. Amélie? Oui, je vais faire du pouce. Je pense que l'élément de fierté est vraiment très important. Puis chez nous aussi, on voit, on est membres toutes les deux du comité de développement durable de BANQ, puis on le voit que les gens sont motivés à faire du développement durable. Puis dans la mesure où on a nommé que notre mission et ce qu'on fait tous les jours est déjà du développement durable, les gens se sentent fiers et plus impliqués. Parce qu'au-delà, en tant que personne, des fois, tu ne sais pas quoi faire pour aider la planète. Oui, tu vas recycler, oui, tu vas essayer de faire tout ce que tu peux, mais de savoir qu'en plus, à travers ton emploi, tu contribues au développement durable de la société, je pense que ça amène un élément de fierté important. C'est pour ça que pour nous, c'est important de nommer le fait que la mission comme telle est une mission de développement durable. Puis ça doit aider aussi à la motivation, justement, des employés à rentrer travailler. Absolument. La fameuse motivation que Bruno parlait, là, justement. Là. Donc, on trouve un sens, finalement, dans tout ça, dans notre travail. Là. Exactement. Tout à fait. Là, on a parlé, du positif, là, oui, de la fierté, j'entends tout ça, mais vous devez sûrement rencontrer des contraintes dans vos initiatives de développement durable. C'est pas toujours simple. J'aimerais savoir, c'est quoi les obstacles que vous rencontrez ou celles que peut-être vous avez rencontrées qui ont été les plus marquantes, mais que vous avez réussi à passer par-dessus, puis comment vous avez réussi à le faire aussi. Peut-être commencer par Marie-Pierre. En fait, je vais passer Amélie? la POC à Amélie. Parfait. Bien, c'est sûr que dans les difficultés, on est quand même une grande organisation qui a déjà beaucoup de priorités. Donc, quand tu amènes une notion de développement durable, il y a beaucoup de personnes qui voient ça comme un par-dessus ce que tu as à faire, alors que justement, là, on travaille à communiquer que non, tu le fais déjà. Fait que comment peut-on le faire mieux et de meilleure façon? Mais au-delà de ça, on couvre aussi toutes les régions du Québec. Donc, c'est sûr que d'avoir un plan homogène, de faire des initiatives partout au Québec, ça prend de l'expertise, mais ça prend aussi le fait de prendre conscience que les réalités ne sont pas les mêmes dans toutes les régions. Donc, oui, on a beaucoup d'initiatives qui vont être centrées ici à la Grande Bibliothèque parce qu'on est dans ce milieu qui est face à l'itinérance et tout ça. Mais il ne faut pas oublier les régions aussi qui ont d'autres priorités puis qui veulent contribuer, elles aussi. Donc, parfois, c'est difficile de rendre ça homogène à travers l'institution. Dans les priorités de, mettons, BANQ, juste pour rappeler, c'est 3 missions, 3 piliers. Tu as la Grande Bibliothèque, la Bibliothèque nationale, donc tout ce qui est publié au Québec, on le conserve et on le diffuse. Puis tu as toutes les archives nationales, c'est eux autres, on a des centres d'archives à travers le Québec. Et les enjeux sociaux ne sont pas pareils en région par rapport à Montréal. Les priorités non plus ne sont pas les mêmes parmi nos employés. Et parce que dans un centre d'archives, il n'y a pas le même va-et-vient que dans une bibliothèque publique. Donc, mais il y a aussi, on ne l'a pas nommé depuis tantôt, mais il y a l'autochtonie aussi. On travaille beaucoup avec les communautés autochtones et même chose en région, c'est pas du tout la même chose que les Autochtones qui vivent en milieu urbain.
Donc, ça fait partie d'un des enjeux que nous avons là, de s'adapter à toutes ces régions-là. Puis BANQ, ça reste quand même une bête en soi. Je le dis avec amour. C'est comme 3 organismes en un. Là. Sérieusement, c'est intense. Donc, c'est beaucoup de couches de travail, Oui. ce plan-là. Là. Comment vous faites pour prioriser finalement? Comment ça se passe justement quand on a autant de réalités différentes à travailler? On se fait aider. On a une firme qui est avec nous en ce moment qui nous aide pour monter le plan qui va être pour les 5 prochaines années. Rappelle-moi comment il s'appelle, la firme. Elio. Merci. Donc, quand même les nommer. Donc, On les salue. Oui, on les salue. Donc, ben oui, on se fait accompagner parce qu'à un moment donné, pour y voir plus clair, l'œil extérieur aussi, hein, ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est ça. Aller chercher de l'aide quand on en a besoin, justement, pour se déployer davantage. Pour vous, Bruno, comment ça se passe au niveau des contraintes? Qu'est-ce qui... Peut-être donner quelques exemples depuis les dernières années? Oui. Moi, j'ai pensé à quelques petits trucs, quelques trucs majeurs. Une première chose assez récente que tout le monde vit, c'est la crise de la main-d'œuvre. Quand on est on est un plus petit organisme que BANQ. Dans notre contexte, on a vécu des difficultés assez importantes de recrutement liées à la pénurie de main-d'œuvre. Donc, oui, on a le facteur attractif de la mission, hein, qui est un avantage concurrentiel, mais on reste aussi au niveau de la capacité de rémunérer. On n'a pas les conditions du public ou des grandes entreprises privées. Donc, ça a été difficile de traverser la crise de la main-d'œuvre. Puis c'est toujours un défi, puis la compétition est très dure, tout le monde est sur les chasseurs de tête. Donc, je pense parler pour beaucoup de petits organismes dans les temps que nous vivons et que nous vivrons encore pendant un bout de temps. Pénurie de main-d'œuvre, c'est difficile. Quand on perd une ressource dans laquelle on a beaucoup investi, des fois, les roulements sont longs. Fait que ça, c'est quelque chose qui est difficile. Donc, une autre chose que je mentionnerais, difficulté, c'est dans la... en fait, notre organisme, nous, on travaille sur des problématiques systémiques complexes. Puis, je pense qu'on rencontre dans différentes de ces problématiques-là, que ce soit la résilience au changement climatique par rapport aux inondations ou par rapport un domaine dans lequel il faut faire changer des normes, des pratiques, des consciences, il faut avoir l'adhésion des institutions. Donc, c'est un exemple. Dans le domaine de l'itinérance, c'est un peu la même chose. On doit éduquer les parties prenantes. Donc, c'est des problématiques complexes. Ça prend beaucoup de temps de mobilisation d'efforts pour faire comprendre un bailleur de fonds l'importance de soutenir un projet comme celui-là ou d'avoir un interlocuteur public, expliquer qu'est-ce que c'est l'architecture, le design bienveillant, inclusif. Donc, quand on travaille dans des problématiques complexes qui sont liées au développement durable, dans son volet social ou environnemental, puis qu'on travaille à régler des problèmes systémiques, il y a des facteurs d'inertie qui ralentissent des fois notre travail, notre empressement, notre envie de voir des changements rapides. Hein? On n'est pas les seuls. Hein? On travaille dans des écosystèmes. Il y a beaucoup d'acteurs à convaincre, à mobiliser si on veut avoir un impact puis voir des changements concrets se produire. Donc, tu vois, il faut s'armer de patience. On pensait que ça prendrait 1 an ou sinon, ça en prend 2, 3, 4, 5 ans avant d'arriver à l'objectif qu'on s'est donné. Donc voilà, c'est un objectif. Pour les organismes, je pense qu'ils travaillent en changement systémique, en des impacts qui cherchent c'est un type de difficulté qui se rencontre. Avez-vous cette stratégie-là de dire, bon, mais on va implanter peut-être ou faire des initiatives plus court terme, justement, pour garder notre motivation, sachant qu'on est dans des enjeux systémiques beaucoup plus larges? Comment pour garder la motivation, finalement, des employés, puis à l'interne, puis... Oui, ben, c'est bon. C'est lié à la troisième difficulté que j'aurais mentionnée. En fait, c'est que, comme beaucoup d'organismes de bienfaisance ou à but non lucratif, on n'a pas on ne vend pas des sandwichs. C'est des choses, notre proposition de valeur, ce qu'on offre, est plus intangible. Puis des fois, c'est difficile de déterminer
comment ça va être viable de développer tel programme ou tel projet dans le temps. Donc, notre stratégie par rapport à ça, c'était de diversifier notre impact. Donc, c'est pour ça que maintenant, on fait de la coopération internationale, des liens avec les Autochtones, tout ce que j'ai mentionné, puis on a des activités éducatives même, des colloques, toutes sortes de choses. Donc, on s'est diversifié. C'est une stratégie de résilience organisationnelle, en fait. Je pense que beaucoup d'organismes adoptent ça. Hein, si on est seulement axé vers un type de projet ou de programme et que pour des raisons qui appartiennent à l'écosystème, au contexte, la conjoncture, les vents ne sont pas favorables pour mettre en œuvre des actions, ça ne va pas bien. Donc, on met en péril l'organisme. Donc, c'est pour ça que nous, on a diversifié. Ça nous a beaucoup servi dans la pandémie. Tout ce qui était nos événements, nos activités avec les Autochtones, nos activités internationales, tout a cessé. Puis on était déjà diversifié dans d'autres choses. Donc, ça nous a permis de traverser ce désert-là que fut la pandémie. Donc, une bonne stratégie de résilience organisationnelle, de rebondir en fonction des mutations, des mutations qui sont liées à notre époque, qui sont liées à l'économie, au social, ou peu importe ce qui se passe dans notre environnement. Mais ça amène un défi d'avoir beaucoup de dossiers. On parlait d'avoir 3 entreprises dans une entreprise. Bon, ben nous, on a 4-5 entreprises modèles de fonctionnement, de programme. Donc, ça nous amène la résilience, mais ça amène un défi de gestion, des vitesses de croissance différentes. Donc, on a beaucoup de croissance dans certains projets, certains programmes. En économie circulaire, ça va très, très vite. Donc, ça devient comme un autre gros département à gérer. Donc, des défis de gestion de croissance, de gestion de différents départements entreprises, là, si on veut. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus ou est-ce que ça vous parle? C'est certain que des fois, on n'a pas toujours les moyens de nos ambitions et que faire des choix, c'est déchirant. Donc, prioriser, c'est facile à dire, mais c'est aussi faire des choix et je pense que c'est pas un frein, mais c'est quelque chose qui est quand même à prendre en considération là, parce qu'on ne peut pas tout faire parce que justement, on n'a pas le personnel pour tout faire, ni le temps pour tout faire. Donc, c'est important de faire les bons choix, mais de les expliquer aussi. Oui. Des fois, c'est un peu crève-cœur aussi, les choix qu'on doit faire, donc c'est pas toujours évident. Mais justement, déjà, vous avez beaucoup de choses dans votre assiette. Souvent, en développement durable, il y a des tendances qui arrivent, de l'innovation. On vous sollicite pour participer à d'autres projets plus peut-être novateurs. Comment on gère ça, ces nouvelles tendances-là, ces demandes d'innovation et tout ça? Est-ce que vous avez de la place pour ça en développement durable dans vos organisations? Bien, en fait, je reviens toujours à mes fameux partenariats. Je suis fatigante avec ça. Non, mais non. En étant bien connecté avec le milieu, bien, on peut les voir venir, on s'en fait informer, on est aux premières loges. Mais en ce qui nous concerne, à BNQ, une institution du savoir, on se doit d'être à l'affût, là, d'être vraiment comme en avant du train et non pas en arrière. Pour certains domaines, on est très, très bon. D'autres, c'est moins notre spécialité. Là, je vais tomber dans, mettons, plus les questions environnementales de BNQ. Là, même moi, je ne les maîtrise pas. Là, genre l'empreinte écologique du numérique. Là, quand ils se mettent à parler de ça, mes collègues, j'apprends, mais je ne peux pas, contribuer aux discussions. Donc, rester à l'affût, s'acoquiner avec les meilleurs partenaires. Et puis faire des essais-erreurs. Ouais. Ça, on espère moins d'erreurs que de succès. À date, ça va quand même bien, mais pour ce qui est du domaine dans lequel j'œuvre, principalement dans le domaine social, on est très innovateur. Moi, je pense qu'on peut se le dire, là, qu'on est innovateur. J'ai nommé le projet du potager qu'on fait chez nous. Il y en existe peut-être déjà à travers le monde, mais je pense qu'à Montréal, des bibliothèques où est-ce qu'il y a des jeunes, des affiliés qui jardinent puis qu'on redonne à des banques alimentaires, je pense qu'il n'y en a pas 10 000. Fait que j'aimerais ça un jour que d'autres bibliothèques commencent à faire pareil. Je veux nommer mon partenaire Sentier Urbain. Je ne sais pas si je l'avais nommé, mais là, je prends la peine de le dire. Je sais qu'ils ne sont pas les seuls à faire ça. J'espère qu'eux aussi vont inspirer d'autres organismes moins dans Ville-Marie, là, si on veut influencer des quartiers où malheureusement la grande précarité, la pauvreté, l'itinérance n'est plus seulement au centre-ville de Montréal. Il y en a maintenant, on en jasait tantôt, là, dans Rosemont où tu habites, il y en a plus, puis même en région aussi. Là. Donc, on espère, dans le fond, on souhaite
être ceux qui innovent. Hein, on essaye ça. On fait le pari, mais c'est ça. Puis aussi, nos bibliothécaires, nos archivistes, c'est leur travail aussi de savoir ce qui se passe, d'être à même je sais pas, pas de faire, j'ai dans la tête faire des listes, là, mais de faire des recherches pour combiner, mettons, une liste de toutes les ressources qu'il y a dans tel domaine, sont ferrés là-dedans. Là, sont vraiment bons, sont vraiment bonnes. Donc ça nous aide énormément aussi quand on développe des initiatives, de faire des veilles aussi. C'est leur travail aux bibliothécaires et archivistes de faire des veilles de ce qui se fait dans le monde, à l'international, dans les bibliothèques publiques ou dans les centres d'archives. Donc, je pense que ça répond longuement. C'est des très bons trucs, en fait. Puis je comprends aussi que ça s'inscrit dans vos orientations. Tu sais, même au cœur même de votre mission, il y a l'innovation. Je comprends que vous l'avez placé là. Donc, oui. C'est ce qu'on appelle le concept de société apprenante qu'il faut absolument que je mentionne parce que c'est au cœur de tout ce qu'on fait. Et on se veut autant une organisation apprenante. Donc, on apprend nous-mêmes, on se transforme. Je disais tantôt des essais-erreurs, il ne faut pas avoir peur d'essayer des formules. Puis si ça n'a pas marché, ça n'a pas moins bien marché une année, on la modifie, la formule, on la réessaye l'année d'après. Donc, de ne pas se décourager. Et aussi, ce qu'on souhaite également, c'est que la société québécoise, en utilisant nos services, nos ressources, en interagissant avec nous, apprennent eux aussi dans tout ça. Donc, c'est de là le concept de société apprenante, c'est que BANQ puisse jouer un rôle central là-dedans. On le fait déjà à divers égards, mais on veut renforcer, élargir ces actions-là, puis ce rôle-là qu'on joue dans la société québécoise, et utiliser le savoir, la culture et le patrimoine comme levier. Levier d'inclusion sociale, levier d'affiliation sociale, un levier d'intégration, les gens qui veulent retourner aux études, donc tout ce que les gens viennent faire dans des bibliothèques. Je pense aussi au projet qu'on fait avec les communautés autochtones en région. On a des beaux partenariats avec nos centres d'archives et des initiatives de projets de collecter des archives dans les communautés autochtones qui sont initiées par les communautés autochtones, je m'en fâche dans mes mots, et qui viennent vers nous pour qu'on les accompagne pour faire ça. Donc, on a aussi un rôle de conseiller qui est dans nos missions. Dans la loi sur les archives aussi, on a ce rôle-là qui est nommé. Donc, un peu comme un mentor. On agit comme mentor à ce niveau-là. Donc, il y a comme quelque chose de naturel qu'on n'a pas le choix d'être à la tête de file aussi. Super inspirant. La pression est haute. Oui, c'est ça, la barre est très haute. Mais c'est vraiment inspirant vous entendre. Vraiment, ça donne justement, ça donne beaucoup de perspectives aussi sur l'organisation, en fait, que je ne connaissais pas, sur la BNQ. Bruno, chez vous, comment ça se passe au niveau, est-ce que c'est un peu semblable ou au niveau de l'innovation, des nouvelles tendances? Oui. En fait, disons, l'innovation est une innovation sociale, plutôt, là. Et je pense est une tendance forte. Hein, on est dans ce mouvement-là. Toutes les entreprises veulent devenir entreprises, organisations, là, sont interpellées par l'innovation, cherchent à devenir innovantes. Bien, c'est presque une faculté, le savoir innover. Donc, nous, il y a quelques années, on a... On est dans l'innovation par notre mission, dans différents domaines. On cherche à apporter, je disais, des changements systémiques, faire changer les choses. Donc, on s'est outillé un petit peu. On a fait des parcours d'accompagnement, hein, en entrepreneuriat social, innovation sociale, avec Esplanade, qui sont à Montréal, avec la Maison d'innovation sociale. Donc, ça nous a outillés à l'interne pour savoir comment penser l'innovation à l'échelle de notre organisation à l'interne. Ça, c'est déjà, je pense, une bonne chose à envisager quand on est une organisation, puis on veut faire... le pas vers cette grande tendance-là de l'innovation. Donc, on s'est un peu outillé là-dessus. Mais au-delà de ça, nous, dans nos différents programmes, on est dans l'innovation, on est dans le changement. On cherche à faire des changements de pratique, apporter notre contribution. On est assez unique aussi. On est la seule organisation Architecture sans frontières, là, de architecture humanitaire, sociale, résiliente, du type qu'on est. On est pas mal la seule au Canada. Donc, comment on travaille pour faire de l'innovation dans nos différents domaines? J'essaie de penser à ça là, en écoutant, mais je pense, peu importe la problématique à laquelle on s'attaque, il y a comme une espèce de recette là, à 2-3 grands ingrédients.
Donc, nous, on part toujours de la prémisse qu'on sait que l'architecture peut apporter une plus-value dans une problématique spécifique. Mettons les inondations. Généralement, ce qu'on commence à faire, bien, on cartographie l'écosystème, on rencontre tout le monde, peut-être créer un comité consultatif, on essaie de se joindre à des comités comme ça pour vraiment être capable de comprendre où sont les gaps qu'on permettrait de combler, les fossés qu'on permettrait de combler avec la plus-value de l'architecture. Par rapport à l'itinérance aussi, quand on s'est rendu compte, à un moment donné, il y a quelques années, bien, il existe un grand manque, finalement, dans l'industrie et dans la connaissance par rapport à la contribution que peut amener l'architecture et le design dans ce domaine-là. Bien, on l'a fait à l'issue d'une espèce d'étude de contexte. On a rencontré tout le monde au Québec. On est devenu membre des associations sectorielles en itinérance à Montréal. On est entré en dialogue avec les parties prenantes. On s'est rendu compte que personne n'est au courant de la contribution que l'architecture et le design peut apporter dans cette problématique-là. Même nous, nos membres architectes ne le savaient pas trop. Bien, on va se positionner comme acteurs de recherche. Donc, on est une des rares organisations qui fait de la recherche au niveau académique dans ce domaine-là pour documenter, faire connaître les bonnes pratiques. Donc, la recherche, c'est aussi un levier d'innovation. Hein. Si on veut innover, il faut connaître souvent, connaître son écosystème, connaître aussi ce qui se fait ailleurs. Donc ça, dans beaucoup de nos programmes, documenter, rechercher, aller voir, fait partie de nos mécanismes d'innovation. En économie circulaire, on n'a pas réinventé le bouton à 4 trous. On est allé voir qu'est-ce qui existe dans des modèles d'affaires d'impact similaires ailleurs aux États-Unis, en Europe. Puis on s'est fait notre recette, puis on développe une entreprise, Eco-Réno, je le mentionnais tantôt, une entreprise unique au Québec, qui fait de l'économie circulaire par le réemploi, mais qui s'inspire de bonnes pratiques qui existent aussi ailleurs. Donc, on est allé chercher des morceaux de robots qu'on a assemblés pour faire un modèle d'affaires qui est à notre image. Donc, je donne quelques exemples de comment on innove, recherche, mobilisation des partenaires, dialogue avec les partenaires, puis documentation des bons exemples qui existent ailleurs aussi. Pour pas commettre reproduire les bons coups, pas commettre les erreurs aussi que d'autres font. Je trouve qu'entre vos deux organisations, il y a tout ce côté aussi, vous êtes proactif, vous êtes curieux, vous allez vers l'avant. Des fois, au niveau du développement durable, l'éco-responsabilité, on ne sait pas trop par où commencer, mais vous êtes des leaders, vous essayez d'aller voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, c'est très inspirant, vraiment. Je vais vous poser une dernière question, puis après, on va aller aux questions virtuelles et dans la salle. J'aimerais savoir, avec tout ce qu'on vient de se dire là, depuis le dernier 45 minutes, est-ce que vous avez un souhait que, en fait, si on vous donne une lampe d'Aladin, là, vous frottez la lampe et le génie arrive, qu'est-ce que vous demanderiez à ce génie? Qu'est-ce que vous souhaitez en développement durable pour vos organisations? De façon, je vous laisse, peut-être vous pouvez commencer, mesdames. Je vais rementionner la société apprenante. Je pense que de faire du Québec une société apprenante, c'est une vision qui est vraiment inspirante parce que plus on apprend tôt dans la vie et plus on continue d'apprendre, je pense mieux on peut contribuer à la communauté, mais aussi à la transformation durable de nos communautés et de notre... oui, je veux dire communauté, j'ai oublié l'autre mot. C'est ça, puis que BANQ puisse justement jouer ce rôle-là central dans la vie des Québécois, des Québécoises et à l'international, parce qu'on est quand même des plateformes numériques là, qui sont accessibles à partir de partout à travers le monde. Donc, on souhaite aussi toucher d'autres endroits sur la planète. Mais donc, c'est ça, que nos idées puissent faire des petits, comme on dit. Oui. Et ce serait vraiment notre souhait le plus grand, là. Je le souhaite, en tout cas. Bruno, pour Architecture sans frontières? C'est une bonne question. Je pense peut-être à deux choses. Dans notre cas, nous, on souffre, entre guillemets, là, pas de grosse souffrance, mais on souffre d'un déficit de connaissances, en fait, de littératie, je pense, peut-être au Québec, par rapport à qu'est-ce que c'est l'architecture puis le design. Donc, quelque chose qui m'aiderait beaucoup dans ma mission avec un génie, si on pouvait... initier la population, créer un programme instantané là, qui
initie les gens dès leur très jeune âge à qu'est-ce que c'est l'architecture et le design, puis quelle est la contribution que ça peut apporter pour l'humanité, hein, puis pour le développement durable. Ça faciliterait beaucoup de discussions avec un ensemble de partenaires, de toutes sortes de gens. Oui, quand on parle à des étudiants en architecture, en design, la discussion est assez simple parce qu'on sait de quoi on parle comme type de processus. Fait que ça, c'est une chose. Puis une autre chose, c'est plus d'argent pour les organismes de bienfaisance au travers de l'ensemble des bailleurs de fonds. Je pense que tellement de contributions extraordinaires qui peuvent venir du côté des partenaires de bienfaisance à but non lucratif, mais on a besoin des moyens pour le faire. Ouais. Tout à fait. Ça revient souvent, ce souhait-là, finalement. Marie-Ève, oui, on va aller avec les questions du public. Bonjour. Donc, pendant cette question-là, là, ça, c'est vos grandes embûches, vos gros souhaits. Qu'est-ce que vous voyez comme grosse tendance? Qu'est-ce qui s'en vient dans vos domaines respectifs 2024-2025? Je peux rebondir. Je pense que je vais pas apprendre grand-chose en vous disant que la dernière année est sous le signe des changements climatiques, en fait, les dernières années. Puis surtout, il y a toute l'atténuation, hein, il faut atténuer nos GES, on le sait, etc. Mais ce qui est devenu très, très, très visible, c'est les conséquences des changements climatiques qui sont à nos portes, inondations majeures toute l'année, les feux de forêt, tout ça. Pour nous, donc, grande tendance qui était déjà là puis qui devient à l'agenda de tous les partenaires, c'est l'adaptation au changement climatique, malheureusement. Donc, pour nous, notre contribution à l'adaptation était et va continuer à être très grande. Donc, c'est un peu triste parce qu'il faut attendre que les conséquences soient vraiment... on soit dans notre face, là, pour le dire très, très peu poliment, là, pour que des acteurs publics embarquent. Là. Nous, on plaide pour ça depuis des années. Là, soudainement, là, le téléphone sonne. Oui, vite, adaptons les bâtiments aux inondations, aux conséquences climatiques. C'est une tendance qu'on sait qui s'en vient. On en parle depuis longtemps. Nous, on lève des drapeaux. La bonne chose, c'est que je pense que ça décolle. Il y a beaucoup d'adhésion maintenant à l'idée qu'il faut adapter rapidement, changer les codes, les normes, etc. Je pense si j'en ai à en nommer une là, qui m'est apparue très, très criante, l'adaptation des habitations, des infrastructures au changement climatique, notamment aux inondations, pour faire face à des conséquences, là, des grands dommages qui nous attendent dans les prochaines années si on ne prend pas le taureau par les cornes. Ouais. Tout à fait, malheureusement. Et voulez-vous répondre à la question aussi? Oui, je peux répondre dans le volet, encore une fois, plutôt social. La crise que vit le quartier latin et le village, là où est ici la grande bibliothèque, on travaille très, très, très fort pour jouer un rôle utile, proactif avec, encore une fois, les partenaires communautaires du quartier. Là, en ce moment, par exemple, on commence depuis quelques semaines à recevoir une clinique mobile de la mission Oldbury dans notre jardin en arrière. Ils viennent une fois par semaine. C'est une nouvelle ressource. C'est un exemple que je nomme. On travaille à trouver du financement en ce moment pour avoir une ressource, un intervenant qui travaillerait, ou une intervenante, ou des intervenants qui travailleraient dans la grande bibliothèque à temps plein, qui pourrait recevoir des gens dans le bureau, dans son bureau. Donc là, c'est pas juste les gens de la rue, mais les gens qui vivent toute forme de détresse. Il y en a beaucoup à la grande bibliothèque qui viennent passer des journées. Des gens santé mentale, stress familial. Donc, c'est pas juste les gens de la rue. Donc, une ressource qui pourrait aussi ratisser plus large. Donc, c'est deux exemples que je nomme, mais comme je disais tantôt, on fait plein de petites choses qui, mis ensemble, on espère, va jouer un rôle dans le quartier. Et puis, parce que, tu sais, comme je disais tantôt, les gens de la rue viennent chez nous, mais encore, comment est-ce qu'on peut utiliser la culture comme un levier pour accrocher ces gens-là à quelque chose. Puis je pense qu'on le fait bien avec le projet, mettons, du potager. Cet exemple-là, est-ce qu'on peut le faire à plusieurs sauces? Tu sais, les gens qui n'aiment pas jardiner, on peut-tu le faire avec des ateliers d'écriture? Oui, on a commencé cet été des ateliers d'écriture. On en a déjà fait aussi avec des camelots de l'itinéraire, par exemple. Donc, puis faire vivre en eux, rallumer ou allumer en eux et elles une petite flamme qu'on va garder allumée avec la culture. Ici, je m'amuse beaucoup à inverser la pyramide de Maslow des besoins. Tu sais, c'est les besoins de base en premier, mais les besoins culturels et de créativité sont importants pour les gens marginalisés. Ce sont des humains qui ont des idées, qui ont des talents. Donc, on veut développer ça avec eux. Et puis, peut-être
dans le volet autochtonie aussi, on a engagé une personne autochtone en janvier dernier. Il y a un poste qui a été créé, c'est rare à BANQ, un poste qui se crée, chargé de projet Relations Premier Peuple. Et là, on est en train de travailler avec, c'est Maya Cousino-Molène qui occupe ce poste en ce moment, et on est en train de travailler avec elle un plan d'action, un plan stratégique en autochtonie. Dans les 2 dernières années, moi, je me suis occupée à ramasser entre nous, faire un état des lieux de ce que BANQ fait depuis plusieurs années. On a nommé les projets qui marchent bien, ceux qui ont moins bien marché, les enjeux qu'on rencontre, puis des pistes d'action. Là, on est en train de ramasser tout ça avec Maya pour faire un plan plus organisé, avec des objectifs clairs qu'on va suivre, et là, avoir un plus grand impact dans les vies des Autochtones. Puis là, on vient de passer la journée de la réconciliation en plus, fait que c'est comme d'actualité que j'en parle. Donc, BANQ qui détient des archives à propos des Autochtones par centaines, par milliers, mais ça n'a jamais été créé par des Autochtones. Alors, comment on travaille l'appropriation de ces documents-là par les communautés autochtones, des photos, par exemple, qui ont été prises dans les communautés, des documents qui parlent des Autochtones, mais qui ont été écrits par des Blancs. Il y a plusieurs façons de faire ça, mais c'est pas simple. Donc, encore une fois, c'est de comment développer ces liens-là, BANQ éducation aussi, les ressources éducatives qu'on déploie dans les écoles. J'en ai pas parlé, mais on en fait beaucoup. Ça aussi, ça naît du beau développement durable. Des ressources gratuites pour les enseignants, les enseignantes à travers le Québec. On commence à développer ces ressources-là aussi avec les communautés autochtones. Mais c'est pas évident quand tu es une organisation gouvernementale qui représente le colonial, d'aller cogner aux portes. Mais à date, on a quand même une bonne réputation. Les gens nous apprécient, les personnes autochtones, les communautés nous apprécient, nous accueillent. Mais c'est pas sans heurts, en tout cas, bref, il y aura des embûches, et on va y faire face une après l'autre, là, avec de la bienveillance, de la patience, de l'écoute. Ouais. C'est très précieux. En tout cas, je sens que vous allez être occupés pour les prochains mois et prochaines années avec vos organisations. C'est pas le manque de défis là, qui se dresse pour vous. Merci beaucoup pour les réponses. Marie-Ève? Oui, on a une question ici en ligne. Parlez-nous de la présence des femmes dans vos organisations, l'impact que ça a sur le développement durable. Cilia. Bruno a l'air inspiré. Ah oui, je suis très inspiré. J'étais le seul homme de mon organisation jusqu'à tout récemment. Moi, on vient d'embaucher 2 hommes dans la dernière année. Bon. Mais mon constat, par rapport à ça, ce que je peux dire, c'est je n'ai pas appliqué de discrimination. J'ai pris les personnes au fil des années qui étaient les plus motivées et qui appliquaient, et qui étaient les personnes les plus talentueuses. Ça s'est donné que c'était des femmes. Beaucoup plus de femmes appliquent dans notre organisation que d'hommes. C'est une statistique prouvée scientifiquement chez ASFQ. Donc, je pense que certainement, là, pour répondre à la question, culturellement, en ce moment, là, du point de vue de notre organisation, il y a une tendance à l'engagement très forte, une envie de redonner, de s'engager solidairement envers l'environnement, envers la planète, envers les peuples. Puis, c'est une contribution. J'ai une grande contribution de l'ensemble de mes employés, là. On a à peu près on a 10 femmes sur 13-14 personnes là, dans l'organisme. Donc, je les salue chaleureusement. Puis je dirais merci pour leur engagement, leur contribution, puis de s'être engagés auprès de l'organisme. Oui. Intéressant. Est-ce que vous voulez répondre aussi? Nous, à BANQ, ça manque de gars, en fait. On est beaucoup. C'est un milieu très féminin. Milieu bibliothécaire, archiviste. Non, il y a quand même des gars, là, il y en a, mais j'ai pas de stats. Ce serait intéressant de faire une statistique de nos employés. Je ne l'ai pas en tête, mais je sais qu'on est une institution à prédominance féminine, c'est certain. Et quel effet ça a sur le développement durable? C'est une très bonne question. Moi, j'ai envie de dire, c'est toute la propension que nous, les femmes, on a à prendre soin d'eux. On parlait de nos familles tantôt, toi aussi, tu es un papa, donc toi aussi, tu prends soin. Mais je ne veux pas généraliser trop, mais il y a cette espèce de facilité, cette propension, c'est naturel pour nous de s'occuper des gens qui sont dans le besoin autour de nous. Moi, j'ai comme un sentiment, c'est vraiment un instinct, là, c'est rien de prouvé scientifiquement, mais j'ai un instinct que ça joue un rôle au niveau des priorités, puis au niveau des facilités aussi de travail qu'on a à le faire.
Ceci dit, on a besoin des hommes aussi complémentaires pour venir faire d'autres bouts là, de ce casse-tête-là. Je ne sais pas, toi, si tu as un autre élément de réponse, de réflexion. Non, mais j'ose espérer qu'au bout de la ligne, ça ne fait pas de différence que l'on soit homme ou femme dans le développement durable. Je suis d'accord avec toi. On a besoin de tout le monde, en fait. Oui, Le défi est tout le monde, tellement grand. avec ses forces, avec ses faiblesses, avec ses spécialités. Oh, absolument. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon, dans la salle, aviez-vous envie de poser une petite question? Non? D'accord. Bon, ben je vous remercie beaucoup. Je vais être clore sur c'est vraiment un bel échange. Merci beaucoup pour votre générosité. J'ai appris plein de choses, puis je suis sûre que les gens à la maison ou dans la salle, vous avez appris aussi beaucoup sur vos organisations. Donc, je vais juste renommer vos noms. Donc, Bruno Demers, directeur général d'Architecture Sans Frontières Québec. Merci beaucoup, Bruno. Amélie Houle, CPA, directrice des ressources financières, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Merci. Et Marie-Pierre Gadois, coordonnatrice Action culturelle et médiation sociale, aussi à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Merci beaucoup. Donc, seulement vous dire, il reste un autre événement de cette série de 6 événements, donc Synergie de Ville-Marie, organisée en partenariat avec l'arrondissement Ville-Marie. Ça va avoir lieu le 13 octobre prochain, le vendredi, donc à midi. Donc, on vous attend ici à la Maison du développement durable, ou bien sinon, vous pouvez le regarder virtuellement sur nos différentes plateformes. Et toutes les formations sont sur le site de la Maison du développement durable. Donc, n'hésitez pas à aller voir la belle programmation qui est faite, qui est réalisée pour vous, justement. Donc, je vous remercie et bonne fin de journée. Au plaisir. Merci beaucoup.